Salut, donc je suis Laurie de la gauche anticapitaliste de Bruxelles et on est ici pour l'université du NPA à Leucate. Donc on a rencontré Moody, streameuse et productrice de vidéos en ligne politisées, notamment sur Blast, qui est un média indépendant de gauche en ligne. Donc je te laisse te présenter. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es amenée à te politiser et à avoir partagé ça sur Internet? Moi, j'ai une famille de sympathisants de gauche. C'est pas des gens qui étaient dans des organisations politiques ou militantes, mais ma famille a toujours commenté l'actualité politique en tenant du coup des discours de gauche. Voilà, on avait tout le temps la télé allumée à la maison, on regardait l'actualité, on en discutait. Donc je me suis intéressée à la politique très tôt, notamment parce qu'en 2007, donc quand j'étais en 6e, il y a eu l'élection de Nicolas Sarkozy et du coup j'ai suivi toute la campagne électorale et j'étais pas mal choquée que ce soit Nicolas Sarkozy qui soit élu. Bon, j'avais 11 ans, donc je comprenais pas grand-chose, mais ça a été un moment un peu important pour moi de me dire que ce qu'il disait m'horrifiait et je comprenais pas comment il pouvait être élu, mais c'est vraiment le moment du Karcher, les racailles, etc. Donc moi, ça m'avait pas mal choqué. Et à partir de là, j'ai voulu essayer de comprendre ce phénomène et de me dire c'était quand même quelque chose d'important, c'est le président, c'est quelqu'un qui prend des décisions importantes. Je savais pas ce que c'était que l'Assemblée nationale, que le Sénat, enfin j'avais pas de connaissances à ce moment-là. Mais du coup, j'avais quand même accès à Internet. J'ai commencé à chercher des petites infos sur Nicolas Sarkozy, sur ce que c'est qu'être président de la République et tout ça. Donc ça a été un peu l'intérêt personnel, on va dire, sur la chose politique. Et après, en fait, il y a eu commencé à avoir des mouvements sociaux, notamment en 2011. Il y a eu la réforme des retraites qui a été lancée justement par le gouvernement qui a été créé par Sarkozy. Et du coup, moi, c'était un des trucs qui m'avait pas mal touchée parce que j'avais envie que mes parents soient à la retraite, quoi. C'était quand même... mes parents, ils m'ont eu quand ils avaient 30 ans, mais je voyais très bien que la souffrance au travail que leur travail leur provoquait. Ma mère, elle conduit des bus. Mon père, il travaille à Leroy Merlin, mais du coup, il a une formation de menuisier ébéniste et du coup, il était à Orient Déco Bois et Verre et il a eu une hernie discale qui n'est pas opérable. Donc en fait, qui est clairement liée au travail et au fait de porter les charges lourdes, les planches, etc., les plaques de verre et tout ça. Mais en tout cas, c'est pas reconnu comme maladie du travail. Et du coup, moi, j'ai grandi dans ce truc de me dire, je rêve que mes parents soient à la retraite pour qu'ils soient libres de faire ce qu'ils veulent de leur temps libre, etc. Donc ça a été mon biais de politisation. Et ma première manif, du coup, ça a été pour ça, quand j'étais en seconde, une mobilisation contre la réforme des retraites. Et j'avais pas de téléphone portable à ce moment-là, mais avec des camarades de classe, on s'est dit, en fait, on va rejoindre les gens de la fac, les étudiants qui sont en train de faire des blocages et qui sont en train de partir en manif. Donc on est parti en manif un peu sauvage, en tout cas de notre côté, dans le lycée n'était pas encore mobilisé. Et en fait la CPE a paniqué, a commencé à téléphoner à tous les parents, donc moi j'avais pas le moyen de contacter ma mère et du coup c'était un peu le stress. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit à ma mère non mais c'était parce qu'il y avait la réforme, on se mobilisait contre la réforme, elle a dit tu te mobilises pour nous donc c'est ok. Donc ça a été toujours ok pour mes parents que je milite, ça a été mon premier pas dans le militantisme. Mais d'eux-mêmes, ils n'ont pas de lien dans des orgas, ils n'ont pas mis le pied dans des orgas, ils ne savent pas trop comment faire, ils sont très éloignés de tout ça. Donc je pense que ça a été important pour moi de me politiser aussi pour faire entendre leur voix, parce qu'eux n'avaient pas forcément le temps ou l'énergie de le faire. Et comme j'ai fait des études du coup à la fac en sociologie et en sciences politiques, c'était plus facile pour moi d'avoir des espaces dans lesquels apprendre à rejoindre des organisations, savoir comment faire et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est mon point de vue un peu perso. Et après, dans le travail, enfin en tout cas sur le travail en ligne, on va dire, Twitch est devenu mon métier depuis peu. Depuis 2020, j'arrive à vivre de mes revenus en ligne. Mais j'ai commencé à streamer en 2013, donc ça fait plus de 10 ans que je suis présente en ligne, on va dire. Mais ma présence en ligne au début n'a pas été politisée, parce que Twitch est un réseau de partage de jeux vidéo, donc je faisais comme tout le monde. Je me montrais en train de jouer à des jeux, c'était un moyen de partager mes loisirs. Et en fait, comme c'est une plateforme en direct où on discute, je me suis mise à parler des sujets qui m'intéressaient, et donc à parler de politique et à parler des mobilisations que j'avais dans ma fac. Il fallait que les gens étaient curieux à propos de ça. Et petit à petit, je me suis dit comment est-ce que je peux créer des formats en lien avec ça, comment est-ce que je peux pérenniser un petit peu la curiosité des gens, pas avoir à tout le temps me répéter, mais me dire je crée un format spécifique pour qu'ils puissent poser leurs questions. Et c'est comme ça qu'est né du coup un format que je fais tous les mercredis sur ma chaîne, qui est un format de lecture de sciences sociales. En gros, on lit des livres ensemble et sur plein de sujets différents. Ça peut être sur l'anorexie, on a fait sur la chasse. Le dernier, on a fait sur la montée et la banalisation de l'électorat d'extrême droite. C'est plein de sujets un peu divers et variés. Mais l'idée, c'est de dire, il y a des travaux scientifiques qui existent sur le sujet. Et à partir de cette connaissance scientifique, on peut se créer un avis et on peut faire démocratie, débat public à partir de ça.
Donc voilà, donc j'ai commencé à faire ça, mais parce que je voyais que les gens étaient curieux, mais ils avaient très très peur de parler de politique. Il y avait un côté où c'est un gros mot, la politique. Ils imaginaient que la politique, c'était les politiciens et politiciennes, que c'était une carriériste, etc. Et j'ai essayé d'introduire du coup du politique, de dire en fait plein de choses, aux conditions de vie, là où vous habitez, le fait que maintenant il y ait des places de parking qui soient mises en bas de chez vous, le fait qu'il y ait des zones où au contraire on essaye de mettre des zones humides, etc. Enfin, l'urbanisation c'est politique, là où vous vivez, ce que vous vivez au travail c'est politique. J'essaye d'intéresser les gens par ce biais-là, et je me rends compte qu'il y a les gens ont un peu un avis, hein, sur tout. Enfin, quand tu parles du travail, tout le monde a un avis sur le travail. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Et après, le format dont tu parlais sur Blast, j'ai été recrutée aussi parce que Host a proposé mon nom, parce qu'il sait que j'ai eu une formation à Lyon 2, que lui aussi a suivi, mais pas dans le même cursus. Et du coup, c'est l'idée de faire des formats aussi peut-être plus grand public que Twitch, parce que Twitch, ça reste quand même une niche. C'est cool parce qu'on accompagne les gens, on passe du temps avec eux, mais c'est une niche. Et du coup, sur YouTube, on peut toucher beaucoup plus facilement 100 000, 300 000 personnes. Sur Twitch, je vais toucher 500 personnes, mais 500 personnes qui vont rester de A à Z et pour qui ça va peut-être potentiellement changer le point de vue de manière durable. Sur YouTube, on brasse beaucoup plus large et c'est des formats plus facilement partageables. Donc c'est intéressant d'être sur YouTube pour ça, mais c'est pas du tout le même travail, quoi. C'est plus créer une boîte à outils, se dire les gens peuvent le mobiliser, le partager, le regarder. Mais c'est un peu synthétique aussi, elle fait des durées de 20 à 30 minutes, 25 minutes en général pour ça, que ce soit synthétique et que les gens puissent avoir les infos dans un format un peu court et le réutiliser s'il y a besoin dans d'autres endroits. Ça peut être à la fac, ça peut être en association, ça peut être des soirées de diffusion. Enfin, bon. Du coup, c'était des personnes qui suivaient tes streams en lien avec les jeux vidéo, qui ont en plus commencé à suivre tes streams en lien où tu as parlé des sciences sociales. C'est comme ça que le public s'est un peu déplacé ou... Ouais. Ouais. En fait, au début, donc moi, j'ai commencé à faire les live lectures en me disant qu'il y aurait personne, parce que les gens qui regardent le jeu vidéo vont pas forcément s'intéresser à ça. Et puis, qui pourrait s'intéresser à ça? Enfin, voilà, j'avais un peu ce côté-là, mais l'avantage de Twitch, c'est qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs. Enfin, comme c'est du direct, c'est pas grave de tester de nouveaux formats et de voir que ça marche pas. Et j'avais lu un bouquin qui s'appelle La France invisible, qui est fait aussi beaucoup par des journalistes, qui reviennent sur des enquêtes concernant des parties de la population dont on n'entend jamais la parole dans les médias traditionnels. Et le premier article, c'était sur les accidents du travail, ou en tout cas les maladies liées au travail, notamment les boulangers qui respirent la farine, qui ont des maladies pulmonaires à cause de ça, qui surtout ne vont pas pouvoir travailler. Je m'étais dit, en fait, j'ai envie de leur parler de ce que j'ai lu en stream. Et je me suis rendu compte que le meilleur moyen de faire ça, c'était de lire en fait l'article en stream. C'était assez court, des dizaines de pages. Donc, je me suis mis à lire en stream. Et le public qui était intéressé par ça, c'était le public jeux vidéo, qui en fait était attaché à moi en se disant je viens sur ces lives jeux vidéo, je la trouve marrante, je la trouve intéressante et tout. Donc là, je sais pas ce qu'elle est en train de faire, mais je vais cliquer quand même parce que c'est elle qui le fait. Donc il y a un attachement quand même très personnel sur Twitch, c'est très incarné et personnifié. Donc les gens ont cliqué dessus pour ça. Et là maintenant, avec le bouche à oreille, il y a des gens qui savent que ce format existe, qui vont volontairement venir que pour ce format aussi. C'est devenu quelque chose de marqué, on va dire, dans la ligne éditoriale de ma chaîne. Mais ça reste que moi, les gens qui viennent exprès pour ça, c'est un public qui est spécifique, mais du coup qui est déjà intéressé pour aller chercher ce contenu-là. Donc moi, je continue le contenu jeux vidéo classique où juste je joue, je commente et je m'amuse avec les gens, parce que je sais que ça peut amener faire des sujets sociaux et politiques, des gens qui normalement n'y vont pas d'eux-mêmes. C'est cool d'être curieux et en fait, il y a plein de gens qui sont pas forcément diplômés qui vont regarder mes live lectures. Mais en vrai, c'est aussi intéressant d'amener la curiosité vers des gens qui ont juste jamais pensé que ça, c'était un sujet. Et souvent, c'est ça, c'est que tu te rends compte que les gens ont eu la possibilité de se dire « Ah, mais ça aussi, il y a quelque chose à faire avec ça. » Souvent, les gens ont un vécu qui est très individuel, des souffrances individuelles, et se rendent pas compte qu'il y a une portée collective à tout ça. Et du coup, j'essaie d'amener ça en live. Et donc, je garde les live jeux vidéo pour ça, pour essayer de créer une porte d'entrée vers d'autres choses. Et de se rentrer de nouveau tapis. Oui, parce que j'imagine que sur Blast, c'est un public, les stratégies sont différentes, vu que c'est un public qui est déjà de gauche, assez radical et dit ça. Donc, c'est des stratégies que tu dois utiliser qui sont assez différentes pour parler des thèmes et des sujets. Moi, j'avais cette image que Blast avait un public qui était quand même assez politisé et radical et tout ça. Et en fait, c'est vrai, mais de plein de courants politiques différents d'ailleurs, à gauche ou à l'extrême gauche. Mais c'est pas à ce point-là le cas, dans le sens où il y a justement ce public un peu curieux, qui cherchent des informations sur des sujets et qui se disent, plutôt que de lire un journal, faire la presse papier et un peu en train de s'essouffler, je vais regarder une vidéo de 20 minutes qui parle du sujet. Et donc au final, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément politisés,
ou en tout cas qui sont pas dans des groupes politiques, qui n'ont pas de formation militante, etc., qui se mettent à regarder, qui sont plus des sympathisants et qui ont besoin de clés d'analyse et de compréhension. Et comme Blast publie des fois 2 à 3 vidéos par jour, il y a aussi ce truc de dire je suis l'actualité comme ça. C'est beaucoup de gens qui ont remplacé la pratique d'écouter la radio ou la télé par Blast, ou en tout cas par YouTube, par Twitch, et qui vont avoir ce rapport-là. C'est le cas aussi avec les matinales sur Twitch, où à 7h, 9h du matin, il y a des matinales sur Twitch avec des gens qui lisent du coup des papiers et qui parlent de la presse écrite. Plutôt que de lire la presse écrite par eux-mêmes, les gens ont commencé à prendre l'habitude de faire ça, parce que c'est quelque chose que tu peux faire aussi en faisant autre chose, en faisant la vaisselle, en faisant le ménage, en commençant ton travail, etc. Donc je pense que c'est un peu complémentaire de la presse papier, et ça attire un public qui est au moins curieux et qui sait qu'il est sympathisant de gauche sur Blast. Alors qu'avec le jeu vidéo, j'attire des gens qui pensent que l'apolitisme ça existe, par exemple. Donc ils sont persuadés qu'ils sont apolitiques. Et du coup, je vais leur dire, mais vous n'êtes pas apolitique, vos conditions matérielles de vie, rien que ça détermine des choses dans le clivage gauche-droite. Après, le clivage gauche-droite, il est un peu flou en ce moment, ils ont du mal à déterminer, donc on peut parler de ça aussi. Mais voilà, c'est des gens pour qui, comme ils n'ont jamais été affiliés à un parti, ils se disent qu'ils sont apolitiques. Voilà, donc ça brasse beaucoup plus large avec le jeu vidéo. On parle beaucoup de la dangerosité, donc des réflexes comme le culte de la personnalité et de la starification pour les personnalités d'Internet, mais aussi pour les porte-paroles de nos partis en avis de tous les jours. Tu avais parlé d'une nuance à ça dans une des conférences, en soulignant l'utilité que cela pouvait avoir, donc de mettre un visage et un vécu sur des revendications qui peuvent sembler abstraites en fait si on n'a pas la possibilité de s'identifier. Comment est-ce que toi tu te positionnes par rapport à cette contradiction autour d'un côté donc les risques des starifications et de l'autre côté l'importance d'humaniser nos luttes? En fait, ça venait de toute une discussion qu'on a eue pendant toute l'université d'été, où il y avait des gens qui disaient est-ce qu'on peut pas faire du contenu en voix off, dépersonnalisé, pour que ça soit juste des ressources et que ça soit partageable facilement sans que ça soit incarné par quelqu'un de spécifique qui pourrait en tirer des bénéfices personnels. Ce qui est vrai, tu vois. Effectivement, il y a une forme de prestige dans le fait d'être visible, d'avoir la parole publique, qui est hyper important et qui qui amène une forme de responsabilité aussi. Donc on discutait de ça dans un atelier spécifique, on en a pas mal parlé, on a essayé de réfléchir à des choses. Et en fait, moi, ce que je disais, c'est que dans la manière qu'on a d'être de gauche aussi, tu vois, sur Internet et dans les formats qu'on crée, c'est que c'est important pour nous de savoir qui crée le contenu. À chaque fois, quand il y a un film, une série qui sort, ou de la musique, ou n'importe quoi, n'importe quelle œuvre culturelle, on se dit, mais qui le fait? Et qui le fait, dans quelles conditions matérielles, dans quel contexte? Ça a une importance sur le contenu en tant que tel. Et je trouve que sur Internet, on a un peu trop tendance à se dire l'important, c'est le fond de ce qu'on va dire, mais la forme qui l'incarne, c'est pas si important, parce que là, on dit la vérité avec le fond. Mais en fait, c'est pas tant le cas, c'est notre vérité à nous, en fonction de comment on le vit, comment on le perçoit, quel est notre parcours, etc. Et du coup, c'est socialement situé tout ça. Donc moi, je trouve c'est important que les contenus ils soient incarnés, peut-être pas tout le temps, peut-être pas pour tout, peut-être pas en permanence, mais sur ma chaîne, je sais que le fait que moi, j'apparaisse et que les gens savent qui je suis, c'est-à-dire qu'on connaît mon positionnement politique. On sait que je suis à gauche, de la gauche en général. Tu vois, les gens ils savent que j'ai des positionnements qui sont anti-autoritaires, etc. Le fait qu'on sache clairement qui je suis et mes opinions politiques, ça permet aussi de se distinguer, de dire « Ah mais ok, donc c'est une question de transparence pour dire « Ok, en fait elle pense ça parce qu'elle est plutôt située là. » Moi je ne me sens pas hyper à l'aise avec ça, comme on fait en assemblée générale au final avec des camarades qui vont dire « Moi mes positions c'est ça, je suis telle organisation. » Pour moi il y a une question de transparence déjà dans le fait d'apparaître à la caméra. Puis après, il y a une question de représentation aussi et d'identification où quand je viens parler de ce que c'est qu'être une femme en ligne et de vivre des conditions spécifiques et tout ça, ça a beaucoup plus de poids si je témoigne aussi individuellement de ce que je vis et si je ne suis pas juste un contenu théorique sur le féminisme. Donc je pense qu'il y a plein de choses qui s'articulent. L'incarnation en soi, c'est pas mal ou c'est un problème. Par contre, ça implique plein de choses qu'après il faut gérer. Et la starification, c'est un vrai problème. Il y a aussi le fait que les algorithmes ou en tout cas les plateformes web nous poussent à nous mettre en avant individuellement. Sur Instagram, par exemple, l'algorithme, il met beaucoup plus en avant ton contenu si tu mets des selfies. Si ton visage apparaît. Donc toutes les camarades qui postent des contenus textuels qui sont politiques, donc là maintenant en plus les contenus politiques sont invisibilisés, de facto, il faut cliquer sur un lien pour dire voilà, j'accède au contenu politique, je veux des contenus politiques. Donc il y a ça, mais il y a aussi le fait que si tu mets du contenu que textuel, tu comptes jamais ton visage, tu vas être dans les limbes de l'algorithme sur Instagram. Donc ça nous pousse à nous montrer. Et moi je me dis qu'on peut en faire aussi une force collective, mais par contre voilà, ça implique de savoir que ça va déjà te mettre en danger, parce que tu seras plus anonyme,
que ça va faire que tu as un rapport de pouvoir sur les camarades parce que tu es un peu mis sur un piédestal. Voilà, il y a un rapport prestigieux, un capital symbolique très fort là-dedans. Et du coup, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que ça implique? Quelle réponse on peut trouver aussi collectivement à ça? Parce que je ne dois pas faire face, moi, par exemple, face à ça toute seule. C'est d'y penser avec les camarades qui ont le même vécu que moi, parce ils occupent les mêmes postes visibles, on va dire. Et du coup, voilà, pour moi, c'est un sujet de discussion et de débat qui est hyper important à avoir. Et il ne faut pas juste se dire, il y a des gens qui font le travail, qui sont visibles, c'est important, donc voilà, ça existe et c'est tout. Non, c'est vrai que ça impose des problèmes. Il y a eu plein de cas de dénonciation de youtubeurs ou de streamers qui ont abusé de leur position pour faire des abus de pouvoir sur leurs viewers. Donc c'est un vrai sujet. Et je pense qu'il y a des vrais sujets aussi politiquement à débattre de qu'est-ce que ça fait d'avoir des figures, on va dire, de la lutte sur Internet. Tout comme il y a des porte-paroles de partis qui sont glorifiés, etc. Donc pour moi, c'est important d'en discuter. Mais par contre, que les contenus soient incarnés, ça fait que les gens vont donner plus de corps à ce qui se passe, vont comprendre. Et pour moi, c'est une logique de transparence aussi que de montrer mon visage. Du coup, en tant que femme sur Internet, donc, tu racontais que tu subissais beaucoup de cyberharcèlement, de sexisme. Et tu participes à Furax, donc qui est un événement politisé sur Twitch qui met notamment en avant les luttes féministes sur Internet. Quelle est la place de la sororité pour lutter contre le sexisme que vous subissez en tant que productrice de contenu sur Internet? Moi, c'est ce que je disais, ça fait 10 ans, tu vois, que je produis du contenu sur Internet. Et au début, il y avait vraiment ce phénomène qu'on connaît dans plein de milieux qui sont très masculins de quand il y a une femme, c'est la femme. Donc, il y a vraiment une femme dans le jeu vidéo. Et du coup, tout le monde se bat pour être la femme identifiée. Donc, il y avait un peu ce truc de pique-me de moi, j'ai envie de bien faire pour être intégrée dans un milieu masculin et pouvoir faire carrière, etc. Donc, au début, ça ressemblait vraiment beaucoup à ça. Alors, pourtant, il y avait plein de femmes productrices de contenu, créatrices et tout ça. Moi, quand j'ai commencé, j'étais dans une web télé 100% féminine, on était des dizaines. La plupart, elles ont abandonné à cause du harcèlement, à cause de ce que ça fait du coup que d'être public. Mais en fait, c'est faux de dire que c'est aujourd'hui qu'il y a beaucoup de femmes qui conduisent. Il y en a toujours eu, mais c'est juste qu'effectivement, elles se retrouvent à disparaître parce que les conditions en ligne, les conditions matérielles de production et l'impact que ça a est trop énorme. Donc il y a ça, c'est difficile de créer des espaces de sororité, alors que si tu veux en faire ton métier, du coup tu dois te distinguer des autres femmes. Aussi parce que les marques, si on parle par exemple du jeu vidéo, les marques en général vont se dire il nous faut une femme, mais du coup nous mettre aussi en concurrence, il faut que tu sois la femme qui va plaire aux marques. Donc en fait il y a plein d'enjeux comme ça qui sont créés, en tout cas pour le jeu vidéo. Et ouais, donc ça crée une ambiance un peu bizarre. Après, moi, je suis hyper enthousiaste sur tout ça parce qu'on s'est rendu compte, justement, en créant des collectifs, en passant du temps ensemble. Ça a pu être des web TV à un moment. Là, maintenant, ça va être des espaces comme Furax, ou en tout cas, pas forcément montés en asso, comme Afro-Gaineuse aussi. Il y a des gens qui sont montés en asso. Et ça peut être aussi des espaces, on va dire, de discussion un peu informelles sur les réseaux, et ça finit en groupe Discord, etc. Il y a plein de streameuses qui sont mis à passer du temps ensemble et se rendre compte que tous les problèmes qu'elles vivent individuellement sur leur chaîne, les autres le vivent. Et donc, mettre en commun des ressources, notamment des listes du coup de personnes qui ont des comportements dangereux et du stalking par exemple, donc vraiment aller chercher des informations personnelles sur elles, passer du temps à essayer de créer un rapport personnel avec elles. Donc en fait on fait des listes comme ça, il y a plein de petites pratiques qu'on a mises en place et d'espaces de sororité qui se créent. Donc moi je trouve que ça a vachement évolué parce que le sujet est devenu un sujet politique aussi. Et ça, c'était pas forcément le cas avant. On se disait, celle-là, elle a subi ça, la pauvre, elle a pas eu de chance. Mais là, maintenant, on se dit, ah non, en fait, on vit tout ça, c'est un vécu collectif. Ça veut dire qu'en tant que classe des femmes, on vit ça, c'est notre vécu sur Internet. On a aussi des liens qui ont été faits, du coup, avec le harcèlement de rue. Enfin, voilà, on se rend compte qu'en fait, c'est la continuité de ce qui se passe hors ligne. Et voilà, donc Furax, effectivement, qui est un événement caritatif qui est lancé une fois par an, mais qui est aussi une association qui s'est montée pour dire ces questions-là et ces sujets-là doivent exister sur Internet. Il faut parler de ce que c'est spécifiquement d'être une femme sur Internet. Je trouve que c'est important. Et au final, il y a plein d'autres assos et d'autres événements qui se montent. Il y a État Cause pour les violences sexistes et sexuelles. En fait, il y a plein d'autres. C'est ça qui est cool, c'est qu'on se dit maintenant, il n'y a pas juste un groupe qu'on peut identifier qui gère ces sujets-là. On sait que toutes les femmes traversent ça. Et en plus, il y a plein d'initiatives, un peu une ébullition collective qui se crée autour de ça. C'est devenu un vrai sujet. Donc ça me fait plaisir. Et je sais aussi que les line-up... par exemple, maintenant, les streamers, quand ils font des émissions, ils savent qu'il faut des femmes. Ça, c'est un vrai sujet. Quand ils choisissent de ne pas inviter des femmes, ils savent qu'ils n'invitent pas des femmes. C'est pas naturellement, on est que entre potes. Non. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens vont les alpaguer, leur dire mais pourquoi vous êtes que entre hommes? Donc maintenant, c'est devenu un sujet. Ils font le choix consciemment de ne pas inviter de femmes. Mais du coup, les gens en parlent.
Et ça, pour moi, c'est le plus important, c'est devenu un sujet de discussion publique. Après, par contre, pour toutes celles qui veulent se lancer, c'est un fait, notre vécu sur Internet, il est hyper particulier. C'est ce que j'avais dit pendant la conférence, mais qui a peut-être un peu choqué. Mais moi, je considère que dans mon public masculin, en tout cas, il y a 50% des gens qui veulent me niquer, 50% des gens qui veulent m'assassiner, et il y a peut-être les deux au milieu qui se mélangent, qui veulent faire les deux. C'est horrible, mais c'est vrai. Ça faut prendre pour acquis que, malheureusement, il y a un rapport à la créatrice de contenu qui n'est pas le même qu'un créateur de contenu. Et donc on vient aussi pour ce à quoi elle ressemble, et on vient pour créer un lien particulier avec elle. Et donc il faut que les gens qui créent du contenu sur Internet s'arment à ça. Moi j'ai commencé, j'avais 18 ans, je ne m'étais pas posé la question. Et donc effectivement, il faut se poser la question, il faut savoir qu'est-ce qu'on est capable d'endurer, limiter au maximum les infos personnelles qu'on donne sur nous aussi pour ça. Et voilà, c'est un espace de travail qui est très particulier. Ben, merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Trop bien.